Merci à tous pour votre attention. Donc, je voulais commencer en préambule par remercier tout le groupe qui a travaillé sur cette table ronde qui se situe un petit peu par là-bas dans la salle. Donc, on a pu préparer un petit peu ça et puis vous sélectionner quelques intervenants compétents. Alors, en introduction, je voulais revenir sur le fait que vous connaissez déjà tous, qui est que l'augmentation de la population humaine sur la planète s'est associée avec une augmentation de l'usage des espaces naturels et que de ce fait, il y a nécessairement une augmentation des interactions entre humains, animaux domestiques, animaux sauvages qui est survenue. Et c'est ça qui fait le lit d'émergence possible de nouvelles maladies infectieuses. Si on veut mettre un exemple un petit peu exotique là-dessus, on peut repenser au virus Nipah. Le virus Nipah, c'est un virus qui est retrouvé chez des chauves-souris en Asie. Donc, notamment, il y a eu des épisodes en Inde, au Bangladesh ou en Malaisie. Et chez les chauves-souris, ce n'est pas un virus qui pose trop problème finalement. Mais dans un contexte où il y a une disparition d'une partie de la forêt, une utilisation du territoire plus importante par l'homme, il y a des chauves-souris qui sont retrouvées à nicher au-dessus d'élevages de cochons. Et les cochons, eux, ont fini par attraper une variante de ce Nipah virus et à développer des maladies respiratoires se transmettant de cochon à cochon. Donc on a eu un saut d'une barrière d'espèces. Et puis ça a aussi sauté la barrière d'espèces suivante, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui ont été affectés avec au moins à 2 reprises des contaminations d'homme à homme, ce qui est la condition sine qua non avant l'émergence d'une nouvelle maladie problématique pour notre espèce. Donc, ça nous rappelle qu'on est dans une planète où on est colocataire, on n'est pas vraiment propriétaire de la Terre, et qu'il y a des choses qui sont partagées, qu'on le veuille ou non. Pour prendre une mise en situation peut-être un peu plus proche de nous, un peu moins exotique, je voudrais que vous vous imaginiez au volant de votre voiture entrant en collision avec un pigeon, donc vous retrouvez en vous arrêtant sur le bord de la route et vous voyez que cet animal a une aile cassée mais qu'il est par ailleurs vivant. Et donc là, le sentiment de beaucoup d'entre nous, c'est de se sentir très responsable de ce qui vient d'arriver, de prendre l'animal, qui n'est pas particulièrement dangereux a priori, et puis d'aller le ramener chez soi le soir et puis le lendemain, on essaie de trouver une solution auprès d'un vétérinaire ou d'un centre de soins. Dans ce type de situation, qui est une situation qui est très triviale, en fait, il y a des questions sous-jacentes qui peuvent être posées et puis qui vont nous poser quand même pas mal de questions potentiellement profondes. La première chose, c'est du bien-être animal. Est-ce que cet animal souffre pendant qu'il est sous notre garde ? Est-ce qu'on a un devoir envers cet animal pendant qu'on l'a avec nous ? Il y a aussi un bien-être mental à considérer en termes de stress, etc. Il y a une question épidémiologique. Est-ce que cet animal est entré en collision avec notre voiture par hasard ou parce qu'il était malade ou bien intoxiqué par un agent répandu par l'homme, par exemple ? Donc là, il y a vraiment une question, est-ce que cet animal a une valeur épidémiologique ? Est-ce qu'on devrait s'intéresser à sa condition aussi pour ça, en tant que sentinelle de la santé, en fait ? Il y a une question de santé publique. Quand on manipule ce petit animal qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de bec pointu ou quoi que ce soit, qui n'est pas dangereux en soi, est-ce qu'on peut quand même faire entrer un danger à la maison parce qu'il serait porteur de quelque chose transmissible à l'homme ? Et puis, il y a des questions réglementaires qui peuvent se poser aussi si on remplace pigeon par chouette-hulotte. Donc on est sur une espèce protégée, auquel cas il y a des choses qu'on a le droit ou pas de faire. Donc toutes ces questions-là sont vraiment plus profonde et complexe que ce qu'on aurait pu imaginer quand on a recueilli ce petit pigeon. Et donc, c'est des choses qui nous paraissent intéressantes quand on parle de biodiversité et de l'interrelation entre le public, les vétérinaires et la biodiversité. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont pouvoir voir avec vous quels sont les atouts du vétérinaire pour répondre à ces différentes questions. Merci. Vous restez avec nous, Sylvain ? Et vous participez à ce débat, évidemment. Alors, il y a une réalité, on en a parlé avec chacun d'entre vous pour préparer cette table ronde. Effectivement, vous l'avez souligné, émergence dans l'espace public, j'allais dire, de la faune sauvage, pour tout un tas de raisons. La question étant de savoir si ça pose
ou non un problème. Vous allez tous me dire, mais la faune sauvage a toujours été là. Monsieur Pipien, pour commencer. Oui, alors là, vous me prenez de court. Vous étiez en train d'arranger... C'était pour me faire revenir. Non, j'étais bien dans votre sujet. Tout d'abord, je dois saluer des vétérinaires qui, après avoir fait toute une matinée pour se persuader qu'ils étaient très utiles à la société, ce qui est pour moi une évidence, vous invitez des gens qui n'en sont pas. Donc je suis très ému d'être le premier non-vétérinaire après un intervenant qui s'est présenté comme particulier pour vous parler notamment de la faune sauvage, mais au lieu de vous parler de la faune sauvage, je voudrais vous parler tout simplement de la biodiversité, car vous avez dit que vous souhaitiez intervenir sur la vie et sur la planète. Pour moi, ce qui est important, c'est cette biodiversité. Puis-je me permettre, j'ai été interpellé à l'école vétérinaire parce que je n'avais pas dit ce que c'était pour moi. Donc je vais vous donner une grosse définition, puis après on reviendra sur quelque chose de plus simple. Sur toute la Terre ou dans un espace donné, l'ensemble de la diversité des êtres et associations d'êtres qui y vivent, hommes compris, et de leurs interrelations, et cet ensemble étant considéré comme une entité évolutive. Donc un enjeu biologique, écologique, économique, on a évoqué ce matin. Bon, en clair, c'est le vivant et son fonctionnement. Messieurs et mesdames les vétérinaires, vous qui êtes habitués à raisonner, d'ailleurs comme les médecins, sur la relation hôte-pathogène, et qui découvrez, comme l'Académie de médecine il y a 2 ans, l'enjeu de la relation hôte-pathogène microbiote. Eh bien, il y a encore un élément supplémentaire qui est l'écosystème, pour ne pas dire le socio-écosystème. Il faut comprendre comment justement le vivant fonctionne pour aborder cette question que vous venez de poser et la place de la faune sauvage. Comment aborde-t-on la faune sauvage ? La faune sauvage, elle est comme nous, c'est un être vivant. C'est un être inséré dans un écosystème et qui, par conséquent, est en interrelation avec des coévolutions anciennes, hôte pathogène, hôte écosystème, pathogène écosystème. Voilà, donc je voudrais vous reposer la même question à tous. Comment prenez-vous en compte ce fonctionnement complexe des écosystèmes dans lesquels il y a la faune sauvage, qui impacte la santé de la faune domestique, qui impacte la santé humaine ? Dans votre propos écrit, mais qui n'est pas dans la salle, vous aviez évoqué 3 santés. Je rappelle ce qui est intervenu ce matin, l'un de vos présidents qui a rappelé, non, ça fait des années que nous avons compris qu'il n'y a qu'un monde, one world, qu'une santé, one health, et à l'OIE, vous y travaillez depuis longtemps. Voilà un peu comment je voulais redéfinir la question que vous nous posiez. Merci d'avoir reformulé. Madame Gillot-Fromont, vous formez des vétérinaires. Notamment, je voudrais que vous nous parliez d'un module d'enseignement qui est optionnel. Son nom ? Alors oui, moi je suis à l'école vétérinaire donc à Lyon. On forme des jeunes étudiants et d'abord par rapport à ce qu'on a dit déjà ce matin, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment un intérêt très fort des étudiants. Je ne suis pas sûre que ça soit nouveau d'ailleurs, parce qu'il y en avait aussi auparavant. Mais en tout cas, maintenant, quand on dit il y a un enseignement, alors qui a été complètement optionnel, maintenant ça s'appelle de l'enseignement personnalisé, parce que les étudiants doivent personnaliser leur enseignement. On leur dit il y a un enseignement personnalisé faune sauvage, on a plus de la moitié de la promotion qui vient. Et quand c'était complètement optionnel, c'était pareil, parce que ça leur apportait rien en termes de crédit d'enseignement, mais ça les intéressait, ça fait partie de ce qu'ils mettent en fait dans leur vocation, je pense, de protéger la nature en général et les animaux. Parce qu'ils viennent, vous leur demandez pourquoi cette appétence, et ils vous expliquent que c'est pour protéger les animaux, la vie sauvage, la biodiversité. Alors, ils ne savent pas forcément très bien. C'est quelquefois un peu vague. On a parlé de rêve ce matin. Ce que l'on constate quand on propose, par exemple, des sujets, c'est que les étudiants, ils sont un petit peu comme pas mal de monde dans la société. C'est-à-dire que l'image qu'ils se font, c'est d'abord la biodiversité, c'est une question exotique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça se passe en Afrique ou sous les tropiques. Et que la première chose que nous, on essaye de faire, c'est les sensibiliser à l'enjeu de c'est partout, c'est ici, c'est maintenant, c'est autour de vous, c'est juste autour de la ferme ou autour du chien que vous soignez. La deuxième chose, c'est qu'ils ont quand même tendance à se focaliser sur des espèces très emblématiques. Donc si on leur demande, ils veulent tous faire du félin ou du primate. Et ils ne comprennent pas forcément qu'il y a un lien entre toute une catégorie d'espèces et que là où vous avez peut-être 30 mammifères quelque part, vous avez 1500 coléoptères dans le même écosystème, pour donner un exemple précis, et que
Tout ça fonctionne ensemble, donc on essaye de faire dans cet enseignement EP faune sauvage en fait des introductions à l'écologie, à l'évolution, à la biologie des populations, au fonctionnement sanitaire de ces populations sauvages. Et puis la dernière chose, c'est que les étudiants en arrivant, évidemment, ils sont vétérinaires, futurs vétérinaires, ils sont axés sur l'aspect soin et ils voient la protection de la biodiversité comme à travers le prisme du soin, donc qui est vraiment un des volets, que ce soit centre de soins. Alors eux, ils voient beaucoup ça en zoo, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias se sont beaucoup emparés de la profession vétérinaire dans les séries actuellement à la télévision, c'est en zoo. Et ça a un vrai impact sur la façon dont les étudiants perçoivent leur futur métier. Donc je pense qu'il y a une vraie question de communication à se poser. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'à Lyon, on va leur apprendre à peu près tout, mais pas le soin aux animaux sauvages, puisqu'on n'a pas de centre de soins dans l'établissement. Par contre, on va leur montrer comment on a tout un tas de vétérinaires que l'on fait intervenir, qui sont soit libéraux, soit éventuellement dans différentes institutions, qui interviennent pour la faune sauvage, pour étudier, pour protéger, pour conserver, et qui sont vétérinaires et qui sont passionnés par ça, qui interviennent dans le réseau Sagir, dont on a parlé ce matin. Si je vous suis bien, donc la motivation première, c'est soigner, a fortiori des espèces très emblématiques, très, très sexy peut-être, en tout cas très représentatives de l'image qu'on se fait de la faune sauvage. C'est pas dans un premier temps, en tout cas avant vos cours qui sont sûrement très pertinents, c'est pas du tout au départ la biodiversité ou la préservation de la biodiversité. C'est le soin. Oui, en même temps, ça fait partie de la vocation de soignant aussi, donc il faut commencer par là. Enfin, ça fait partie aussi des choses. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition nécessairement entre les deux. Non, il n'y a pas d'opposition, c'est juste la motivation de départ. Léonie Varobiev, vous connaissez bien, vous, les vétérinaires, en tout cas certains d'entre eux, puisque vous dispensez des cours, mais vous êtes également philosophe, docteur en philosophie, et vous m'aviez expliqué que cette prise en considération, cette volonté d'aller sur ce terrain-là de la biodiversité, posait quand même quelques questions basiques, parce que les vétérinaires ne sont pas un, il y a plein de types de vétérinaires, même si la formation est unique. Oui, j'ai eu la chance de passer un an auprès des vétérinaires que je côtoie maintenant régulièrement, et n'ayant pas de formation vétérinaire, j'ai un regard plus extérieur. Et il y a plusieurs choses qui sont ressorties en fait du fait de fréquenter cet univers-là. Tout d'abord, quand on me parle de faune sauvage en général, on me dit que le monde vétérinaire y est très sensible et que bien sûr il veut s'impliquer. Ce à quoi je crois sincèrement, et la journée d'aujourd'hui le prouve d'ailleurs. Cependant, je pense qu'il y a quand même un écart avec le terrain, puisque pendant cette année passée auprès d'eux, où j'ai assisté à tous leurs cours, il n'y avait pas de cours sur la faune sauvage, à moins qu'un matin je ne me sois pas levée, je ne sais pas, mais dans l'ensemble, ce n'était pas du tout l'objet, en tout cas, des cours des inspecteurs de santé publique vétérinaire, qui sont des inspecteurs de santé publique, donc qui ont quand même aussi cette approche santé publique vétérinaire, et j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de manque, en tout cas, sur un sujet pourtant, si on pense la santé comme unique, qui aurait pu ressortir. Et d'autre part, un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est que le corps vétérinaire a une certaine vision de l'animal qui est, on l'a vu ce matin, historique, puisque depuis le départ, c'était quelque chose qui était fait pour les chevaux, puis pour les animaux de rente. Ça s'est développé sur les animaux de compagnie, et ça donne un certain angle de vue, un certain rapport homme-animal, qui n'est pas le seul qu'on puisse avoir. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens en sciences humaines qui travaillent sur d'autres relations possibles à l'animal, sans dire que celle des vétérinaires n'est pas la bonne, bien au contraire, mais il y a une diversité de conceptions, et il m'a semblé que chez les vétérinaires, cette diversité de conceptions n'était pas tout à fait représentative, puisque le corps vétérinaire construit une certaine conception de ce que c'est que l'animal et de la relation juste que l'on doit avoir avec lui. Je trouve que c'est important de le rappeler, puisque la faune sauvage, jusqu'à présent, même si certains sont très investis sur ce sujet, ce n'était pas le premier sujet qui passionnait les vétérinaires, même s'il y a des étudiants qui s'y investissent beaucoup, bien sûr. Le corps vétérinaire était plutôt, on l'a vu ce matin, sur des sujets animaux pour l'agriculture ou pour les animaux de compagnie, et se développe maintenant un intérêt pour la faune sauvage.
Alors Patrick Duhaumont, pour vous, si je dis biodiversité, j'ai le sentiment que vous allez me dire oui, évidemment, le vétérinaire a toute sa place là-dedans, et moi j'irai même plus loin, biosécurité. En tant que directeur de la DGL, c'est ça qui vous soucie. Et finalement, dans la place que prennent les vétérinaires dans cette problématique de la préservation, de la biodiversité, et d'en prendre soin, il y a cette notion-là aussi qui est essentielle pour la DGL. Oui, alors bonjour à tous. Avant d'évoquer ce point, peut-être une ou deux remarques. Moi, j'ai retenu quelques mots-clés dans l'introduction, dans la partie initiale. Location de la planète, bien-être animal, épidémiaux, espèces protégées, il y en avait d'autres. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans un monde évolutif en permanence. Dans le domaine vétérinaire, et en particulier dans le cadre des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou des pouvoirs publics, il y a une notion de bien commun essentiel de santé publique vétérinaire, qui est un concept très large, qui va de l'animal jusqu'à l'homme, en passant par les zoonoses, la sécurité alimentaire, mais qui doit aussi intégrer la dimension environnementale, la dimension très très globale. Et ça a été dit par M. Pipien, il y a la question une seule santé, qui est un point que l'on martèle depuis très longtemps. L'OIE s'y est énormément impliqué. Il y a une planète, il y a une seule santé. Alors, pour essayer de venir à votre question, en fait, l'évolution ces dernières décennies, elle a été extrêmement importante. C'est vrai que ça a été dit, on était beaucoup dans un concept relation haute pathogène, dans de la médecine individuelle. Ça a évolué, on est passé à de la médecine multifactorielle, à de l'analyse épidémiologique. On a beaucoup progressé en matière de gestion de risque en matière de veillée de surveillance notamment. Ce que l'on constate aujourd'hui, et je pense qu'il faut qu'on change d'échelle et qu'on ait une approche beaucoup plus globale, c'est que notre ancien modèle, qui est en évolution permanente, en matière de santé publique vétérinaire, il s'est beaucoup attaché à maîtriser des situations sanitaires qui étaient souvent prises de manière isolée au sein du compartiment domestique. Et puis, on a des réveils parfois un petit peu douloureux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on constate qu'on a de la brucellose chez les bouquetins du Bargy qui viennent contaminer nos élevages bovins, de la peste porcine qui nous menace au plus haut point avec les sangliers, de l'influenza aviaire, de la tuberculose avec les blaireaux, et je pourrais faire un catalogue à l'après-vert et à l'infini. Et en fait, on voit bien qu'il faut que l'on ait une approche qui soit très globalisante. Je pense que la profession vétérinaire, je ne vais pas vous dire le contraire, étant vétérinaire moi-même, a vraiment toute sa place à jouer en la matière pour bien assumer ce concept une seule santé sur l'ensemble de la planète en termes de dimension de sécurité sanitaire animale et que l'on puisse en particulier, et je viens à cette question de la biosécurité, on a bien vu avec les différents accidents sanitaires qu'on a connus ces dernières années que le mot biosécurité était un mot-clé, quelle que soit l'espèce animale considérée, domestique, mais ça concerne aussi finalement la faune sauvage. Je vais prendre très rapidement l'exemple de la peste porcine africaine. On s'intéresse à la protection de nos élevages, et il faut faire de la biosécurité, mais lorsque l'on met en place des mesures particulières sur les populations de sangliers, c'est aussi de la biosécurité pour protéger la faune sauvage et éviter que cette peste porcine, elle progresse sur l'ensemble du territoire national et sur l'ensemble de nos espèces en matière de faune sauvage. Et on pourra multiplier les exemples. Donc on a ce concept très global de biosécurité qui doit être très systémique et que l'on doit pouvoir décliner de manière beaucoup plus large que ce qu'on a fait jusqu'à présent en matière d'élevage domestique. Et j'y inclus d'ailleurs les animaux de compagnie. Je ne fais pas d'exclusif d'un côté l'animal de rente et l'animal de compagnie. Et je pense qu'on a un champ d'investigation et de progrès extrêmement important en la matière, où la profession doit pouvoir jouer tout son rôle et toute sa place. Et j'aimerais, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la discussion, mais qu'effectivement on puisse avancer bien plus sur ces questions, dans l'interfaçage d'ailleurs entre pouvoir public et profession, pour mieux sécuriser le dispositif en la matière. Oui, parce que vous m'avez expliqué qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Monsieur Pipien, simplement pour faire un peu de pédagogie, vous m'avez raconté plein de belles histoires, enfin belles, je ne sais pas si on peut les qualifier ainsi, qui démontrent au final qu'effectivement, quand on ne prend pas en compte l'écosystème, l'environnement, vous avez noté hôte, pathogène, microbiote de l'hôte et écosystème de l'hôte. Quand on ne prend pas en compte cet aspect-là, cet écosystème, on court à la catastrophe. Peut-être 2 exemples tout bêtes, et j'en viens à cette question parce que je voudrais que vous définissiez peut-être
le rôle que peut prendre le vétérinaire dans l'explication de ces phénomènes. Oui, je vais vous raconter d'abord une première petite histoire qui a l'avantage de ne pas mêler les vétérinaires. Comme ça, je ne me mouille pas, puis après, j'en reprendrai une. Vous êtes au cœur du sujet. La première, c'est l'ambroisie. L'ambroisie, elle est arrivée par avion à l'aéroport de Satolas. Je m'arrête là-dessus. On parle beaucoup de maladies émergentes, maladies infectieuses émergentes. C'est tout simplement des maladies qui sont ailleurs. Et qui, ailleurs, dans le cadre de la coévolution, ont eu la mise en place d'éléments, d'antipathogènes, etc. Mais donc, l'ambroisie est arrivée. Et je suis un ancien routier. Quand le Dirène du coin m'en a parlé, c'était comment? C'était tout simplement parce qu'au service des urgences de l'hôpital Grange-Blanche, au moment de la pollinisation, ça a été l'affolement. Et la première réaction, évidemment, des médecins urgentistes, c'était « il nous faut plus de médecins urgentistes, plus d'infirmières, plus d'antihistaminiques et vraiment des crédits supplémentaires pour résister à l'ambroisie, parce que ça va prendre une ampleur absolument incroyable, sécurité de la santé en oblige. » Et le routier que je suis a demandé à mon collègue d'Irène, mais montre-moi un peu là, concrètement, est-ce qu'on peut cartographier l'emplacement de l'ambroisie? Et elle a été extrêmement surprenante, cette carte. L'ambroisie avait ce site particulier qu'elle empruntait les routes départementales et routes nationales en direction de Lyon en venant de Satolas. Et effectivement, mes collègues routiers me disaient, on a un vrai problème. Chaque année, nos personnels, on n'arrive plus à les faire faucher à la fin août parce qu'ils ont des gros problèmes de réactions allergiques, etc. Et donc, je suis allé poser quelques questions, puisque j'étais en direct, c'était pratique, à quelques écologues. Expliquez-moi l'ambroisie. L'ambroisie, c'est une plante de reconquête. C'est-à-dire que si elle est en friche, elle va aller vers le soleil, elle va bien se développer. Merci mes collègues avec leurs épareuses et le fauchage le long des routes, qui me fabriquaient de la friche. Deuxièmement, elle se reproduit non seulement par pollinisation, etc., mais par bouturage. Ce qui veut dire qu'avec vos belles épareuses, là, non seulement vous fauchez, vous prenez des petits bouts et les mettez plus loin. Qu'est-ce que fait aujourd'hui l'Agence régionale de santé, que je salue dans son action? C'est pas de mettre plus de crédit à Grange-Blanche. Elle a lancé des formations de tous les cantonniers, qu'ils soient des collectivités, etc., à reconnaître l'ambroisie, à ne plus faucher en été, à faucher en avance, à peut-être d'ailleurs pas faucher, de façon à ce qu'il y ait une biodiversité qui se développe et qui empêche l'installation. Cette petite histoire pour montrer que le sujet n'était pas dans plus de soins, mais dans une compréhension de l'écosystème. Voilà, je n'ai pas abordé les vétérinaires. Vous voulez que je parle de la rage et des renards? On pourrait parler des renards, comme on pourrait parler des bouquetins. Vous voulez que je vous parle de ça? Parce que c'est un vétérinaire qui m'en a parlé. La rage, elle arrivait, mais vous le savez bien, de l'Est. C'est toujours de l'Est que viennent les invasions, y compris de la peste porcine. On les a vus arriver, les envahisseurs. On n'a rien fait. Jusqu'au moment où ils sont arrivés, et là, on a sonné le tocsin. Éradiquez-les tous. Je parle des renards, pas des sangliers. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, elle a continué. Pourquoi? C'est là que quelques vétérinaires parmi vous, qui ont créé Vétérinaires Faune Sauvage, dont vous faites partie, et qui sont 50 bénévoles dans l'ensemble de la France, ont commencé à se poser des questions sur le comportement du renard, qui est un animal territorial. Si vous le blessez, tous les petits copains vont venir faire la bagarre pour essayer de s'emparer de son territoire. Ils se mordent. Et c'est plus un renard s'il était porteur de la rage. C'est ceux qui ont attaqué. Vous en avez 5. Et s'il est mort, qu'est-ce que font les voisins pour vérifier qu'il est bien mort? Vous le savez bien, ils le mordent. Ils le mordent. Résultat, ils attrapent la rage s'il était enragé. Et puis pendant qu'on tuait les renards, non seulement on ne tuait pas les chiens errants, mais qu'est-ce qui a fait fête? C'est les campagnols, c'est les lapins porteurs de myxomatose. C'est-à-dire que ça a été, en ce qui concerne les campagnols, une catastrophe pour les récoltes. Puis je vous rappelle que qui porte la maladie de Lyme et les tiques, si ce n'est certes un peu les chevreuils, mais surtout tous les rongeurs. Je m'arrête parce qu'en termes d'incompréhension, et alors on parle de l'éconocause, il faut vraiment aller gratouiller la queue d'un renard et plus bas pour ramasser éventuellement ce genre de choses. Ce que font des chasseurs d'ailleurs qui ont flingué le renard et qui ramènent la queue, tout heureux.
Donc, vous voulez que je continue sur là? Messieurs, mesdames vétérinaires, vous êtes au cœur du sujet, en lien avec les chasseurs, comme je l'ai vu dans un vétérinaire il n'y a pas longtemps, où il y a un chasseur qui est venu en disant « Voilà, tiens, j'ai un lièvre, il est malade, je ne sais pas ce qu'il a. » Vous êtes aux premières loges. Vous avez une compréhension. Il faut aller au-delà de cette réflexion hôte pathogène, médicament entre l'hôte et le pathogène, et éviter cette manie de l'éradication. D'abord, vous n'y arriverez jamais à les éradiquer, et en plus, vous risquez de faire des bêtises. Voilà, 2 petites histoires, hein, je n'irai pas au-delà. Hein. Grâce à ces histoires, Madame Gillot-Fromont, on comprend bien, elle en veut une 3e, on comprend bien donc que là on est au cœur du sujet, comme vous disiez Monsieur Pipien, que les réponses ne sont pas dans plus de médicaments ou plus de techniques de soins, elles sont dans la compréhension de quelque chose qui est bien plus global, et c'est ce que vous vous attachez à expliquer donc à ces étudiants, et aussi dans un cadre de formation continue, si j'ai bien compris. Voilà, c'est vrai que dans le cadre de la formation, on propose pas mal de choses. On est en train de réfléchir aussi avec les autres écoles vétérinaires à rendre ça un petit peu cohérent inter-école. Nous, on propose en particulier à Lyon un module qui s'appelle EcoHealth, santé des écosystèmes, et qui vise justement à former d'une part des jeunes étudiants et d'autre part également des vétérinaires qui viennent en formation continue, et il y en a même une dans la salle qui est venue, et qui vise à mettre en fait les étudiants en situation dans un écosystème dans lequel ils peuvent comprendre tout le lien entre comment s'organise le paysage, comment est-ce que, en l'occurrence, l'agriculture organise le paysage, quelles conséquences ça a sur l'écosystème, en particulier les campagnols, les prédateurs de campagnols, quelles conséquences ça a sur l'émergence d'un certain nombre de problèmes sanitaires, donc bien sûr l'échinococose, mais aussi la qualité du lait, la pollution des rivières, etc. Et quand on est face à un système complexe comme ça, qu'est-ce qu'on peut proposer éventuellement, comme c'est un petit peu la question qu'on leur pose. Bon, en une semaine, ils ne vont pas non plus forcément révolutionner le système, mais qu'est-ce qu'on peut proposer en ayant vraiment pris conscience de tous ces problèmes différents, de tous les points de vue aussi des acteurs qui sont là-dedans, parce que ça, c'est une part importante. Donc moi, ça me fait plaisir qu'il y ait une philosophe, puisqu'on a parlé sciences humaines et sociales, qui sont des sciences et qui nous montrent maintenant de plus en plus justement l'importance de l'humain et des relations humaines dans la gestion de ces problématiques sanitaires. Et on leur fait analyser cet ensemble de choses-là, et ça leur montre à quel point, effectivement, les vétérinaires, ils ont une place centrale. Ils sont aussi susceptibles, mais il faut qu'ils le conçoivent, d'interagir avec tout un tas d'autres professionnels. Donc que ce soit les éleveurs, mais que ce soit aussi des agronomes, que ce soit des scientifiques. Parce que dans ces problématiques-là, on est quand même dans des sujets souvent assez complexes, dans lesquels il y a beaucoup de choses nouvelles, et il faut être vraiment à l'affût de ce qui se passe et des nouvelles connaissances. Sur la tuberculose, par exemple, ça ne fait pas si longtemps qu'on a vraiment réalisé l'importance de l'environnement, le rôle exact de telle ou telle espèce dans la tuberculose, et qu'on peut le prendre en compte pour faire une biosécurité adaptée. Donc il faut vraiment être très près des nouvelles, de la recherche, et d'ailleurs les vétérinaires y participent très largement. Et donc ça permet en fait de vraiment placer le vétérinaire dans un contexte multidisciplinaire et multi-acteurs, dans lequel il faut effectivement que de plus en plus il prenne sa place. On en est vraiment convaincus. Alors Patrick Dehaumont, vous vouliez réintervenir sur la suite de votre propos, notamment il s'agissait pour vous, on parlait de biosécurité. Évidemment, cette avancée qu'ont les vétérinaires, elle vous intéresse parce que vous avez besoin que le maillage, par ailleurs existant, de veille sanitaire se renforce, eu égard à toutes les nouvelles menaces ou les nouvelles données en termes de globalisation, de réchauffement climatique, etc., etc. Donc, vous avez besoin de cette expertise sur le terrain. Oui, alors, là encore, j'aurais rebondi un petit peu sur ce qui a été dit juste précédemment, avant désolé, d'évoquer ce point. Je pense qu'il est vraiment important, effectivement, que la profession puisse, par sa capacité, avoir cette approche globale. Bon, j'ai parlé beaucoup de biosécurité tout à l'heure, et puis l'exemple de l'Ambrasie est assez illustratif. On a un seul compartiment. Il y a une planète, il y a un compartiment, il y a du végétal, il y a de l'animal. Et ces sujets de biosécurité que j'évoquais tout à l'heure, moi je fais le constat dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui que la question se pose avec une acuité au moins aussi grande dans le domaine végétal que dans le domaine animal.
L'exemple de l'ambroisie était un bon exemple. Les contaminations par du datura ou par d'autres, ou par des nématodes, des nématodes qui attaquent les végétaux, par les échanges de terre, par les pratiques agricoles qui sont contaminantes, montrent bien qu'il y a un travail à faire en la matière. Et je pense que là la profession, qu'il s'agisse des espèces domestiques, d'ailleurs animales ou végétales, et des espèces sauvages, la profession est vraiment d'un apport potentiel extrêmement important. Donc, moi, je forme le vœu qu'effectivement on puisse avoir une approche très très englobante en la matière pour apporter des réponses à la société. Ensuite, effectivement, moi, en tant que responsable de politique publique en matière de politique sanitaire, j'ai besoin effectivement d'un maillage beaucoup plus important. Alors, les gens qui sont dans la salle le savent bien, il y a un travail qui a été engagé avec la profession vétérinaire, mais aussi avec l'ensemble des acteurs professionnels concernés, depuis maintenant à peu près 3 ans. Il y a une feuille de route qui vise avec un certain nombre d'axes, qui vise à renforcer le maillage territorial. Nous sommes en fragilité extrême. Nous avons développé en France, ces dernières décennies, un système assez extraordinaire qui nous a été envié d'ailleurs par beaucoup de pays, avec ces vétérinaires sanitaires sur le terrain qui ont permis de gérer un certain nombre de maladies animales. On voit que le dispositif évolue, les conditions d'élevage sont différentes, avec d'ailleurs plus de contact avec la faune sauvage dans un certain nombre de cas, compte tenu des techniques mises en œuvre. Un maillage territorial qui s'appauvrit, c'est lié d'ailleurs aussi au nombre d'éleveurs bien inférieur et à la technicité très importante qui a augmenté au niveau des éleveurs. Et on a des déserts médicaux vétérinaires qui s'installent un peu à l'instar des déserts médicaux humains. On doit trouver des solutions en la matière, c'est pas facile. Cette feuille de route essaie d'y contribuer. Il faut créer des vocations d'ailleurs pour que des confrères puissent s'installer en médecine rurale. Mais il faut aussi que nous, pouvoir public, on puisse donner des missions nouvelles à la profession et que ça ne repose pas sur le bénévolat. Parce qu'effectivement, on a un petit sujet budgétaire derrière, mais qui est dans l'intérêt public. Et moi, je défends l'idée que l'on doit être capable de développer les actions de surveillance, les actions de veille, qu'on doit être capable de mandater, enfin dans notre jargon administratif, de mandater des acteurs de la profession sur des missions bien plus diverses. Mais pour autant, ça c'est un sujet qui doit être vraiment maturé et validé au plan politique, parce que cela aura un coût, il faut qu'on soit capable de l'assumer, mais ce coût sera bien peu de choses à l'aune de ce que cela pourrait coûter si on ne le fait pas. Donc nous avons un besoin, je n'ai pas la solution dans l'instant, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, qu'on avance sur certains axes, mais le positionnement beaucoup plus fort en la matière reste encore à faire, et il y a pas beaucoup de pays, à ma connaissance, qui l'ont fait. Donc on est un petit peu, une fois de plus, un modèle avec notre réseau qui existe sur le terrain, mais qui est en train de s'appauvrir. Très bien. Madame Varroby, vous pouvez. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je crois que c'est super important ce qui est dit là, parce qu'on voit souvent le vétérinaire comme on l'a dit, un sentinelle pour la transmission des maladies, de la faune sauvage jusqu'aux animaux en agriculture ou à l'homme. Et je crois qu'il est temps de penser aussi le vétérinaire comme sentinelle à l'inverse, comme celui qui va, en étudiant la faune sauvage, comprendre quelles sont les problématiques que nos modes de vie posent à la faune sauvage. Et donc il est sentinelle dans les deux sens. Ça me semble essentiel à rappeler. Les vétérinaires comme les non-vétérinaires, on a tous un certain biais culturel qui est étudié en sciences sociales, qui est qu'on a une espèce d'appétence pour certains animaux au détriment d'autres. Il y a, je crois, 79% des animaux qui sont des invertébrés, et il n'y a que 11% des publications et des recherches qui se font sur ces animaux-là. On a 3% des animaux qui sont des vertébrés, et 69% de nos études portent sur eux. Donc on voit qu'on a déjà un biais culturel extrêmement fort qui fait qu'on s'intéresse à certains et pas à d'autres. Donc en termes de relation à l'écosystème, c'est extrêmement biaisé. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faudra, je pense, dans les formations vétérinaires, aux côtés des écologues, aux côtés des biologistes, aux côtés de toutes les autres disciplines complémentaires, abreuver les vétérinaires de tous ces éléments-là pour qu'ils soient compétents en termes de faune sauvage et qu'ils puissent prendre leur place.
et qui puissent prendre leur place également avec d'autres acteurs en lien avec cette faune sauvage. Alors, avec vous, Madame Sisler, bienvenue, c'est un exemple, celui du trafic des animaux sauvages. Vous dirigez la branche française et francophone de l'AIFO, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Donc, votre problématique, ce sont les animaux de traite, issus de trafic. Et vous avez émis un besoin spécifique. Vous avez besoin de vétérinaires. Expliquez-nous. Alors, juste pour replacer ce que fait AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, nous œuvrons de manière à créer les conditions favorables à une cohabitation plus harmonieuse entre les hommes et les animaux en travaillant sur 3 axes. Tout d'abord, le bien-être de l'animal en tant qu'individu, la protection de populations d'espèces sauvages et ensuite la conservation et sécurisation d'habitats vitaux. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous travaillons sur les menaces qui touchent ces animaux et l'une d'entre elles est le trafic de spécimens sauvages protégés. La France n'est pas exempte de ce trafic puisqu'elle est un pays de transit ou un pays de destination. Et nous nous sommes rendus compte que dans le panel des acteurs qui luttaient contre ce trafic d'espèces sauvages, eh bien, il y avait un acteur qui n'était pas présent et qui était le vétérinaire. Ce qui semble paradoxal quand même. Ce qui semble tout à fait paradoxal. Alors évidemment, le vétérinaire peut intervenir en tant que soignant, en tant que sachant. En revanche, nous nous sommes rendus compte que dans le cadre des missions qui étaient les nôtres, en fait, les vétérinaires pouvaient être pour nous un relais d'information très important. Et d'ailleurs, ça peut être nous pouvons avoir un échange d'informations bidirectionnelles dans la mesure où nous pouvons informer les vétérinaires d'espèces dites sensibles qu'ils pourraient recevoir avec leur clientèle, qu'ils pourraient avoir à traiter. Et d'autre part, eux peuvent nous lister les espèces spécifiques qu'ils reçoivent et qui pourraient être un indicateur pour nous de peut-être contrôle ciblé à faire sur certaines espèces, que ce soit en France, mais aussi dans les pays d'origine. Et je prends un exemple tout simple, le perroquet gris du Gabon, qui est aujourd'hui intégralement protégé. Donc évidemment, il y a les animaux d'élevage que les gens peuvent détenir. Néanmoins, on sait que c'est un animal qui fait l'objet d'un trafic extrêmement important. Ces animaux trafiqués arrivent en France et évidemment, dans certains cas, ils se retrouvent aussi chez les vétérinaires pour être soignés. Donc les vétérinaires peuvent être un relais d'information et au-delà de ça, c'est vrai que dans le cadre des actions que nous menons, nous avions aussi la volonté de rechercher des compétences spécialisées, spécifiques, complémentaires à celles que nous avons, puisque nous faisons aussi du secours d'urgence aux animaux dans le cadre de catastrophes d'origine anthropique ou naturelle. Et évidemment, les vétérinaires sont pour nous très importants dans le cadre des actions que nous menons. En fait, il s'agit de mutualiser vos connaissances aux uns et aux autres pour être plus efficaces les uns et les autres. Tout à fait. Et juste sur le trafic d'espèces sauvages, la raison pour laquelle nous pensons que les vétérinaires sont importants, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce trafic est orchestré par des réseaux criminels organisés et que la meilleure arme pour lutter contre ces réseaux, c'est de créer un réseau en face et ce réseau doit être multidisciplinaire. Alors, Gilles Pipien, Madame Sisler, bienvenue, nous disait, on a à un moment donné manqué de la présence de vétérinaires, là où on se dit, ou en tout cas le grand public peut se dire, mais ils sont là, présents. Et puis, vous m'expliquiez aussi, quand on préparait cette table ronde, vous avez été au ministère de l'Environnement, notamment, que paradoxalement, il n'y ait pas beaucoup non plus de vétérinaires dans les lieux de débat et de décision. Est-ce que j'ai mal compris ? Non, vous n'avez pas mal compris. Vous êtes effectivement peu présent. Et pas assez présent. Et peut-être qu'en plus, au niveau national, vous ne vous sentez que dans une seule maison, représentée éminemment par monsieur le directeur général. Alors que je viens de vous le démontrer par mes 2 petites histoires rapides, que la santé, L-A, majuscule, une santé, un homme, suppose une compréhension et une approche pluridisciplinaire. Et donc je fais d'abord un petit constat
de l'administratif que je suis. Et je vais être positif sur un point. Il y a un outil qui marche bien aujourd'hui, c'est l'ANSES, dont vous aviez un représentant ce matin, l'Agence nationale de santé et environnement. Elle marche bien, pourquoi ? D'abord parce qu'on a fusionné plusieurs outils, ce qui n'est pas simple, mais aussi parce qu'elle a une co-tutelle complexe. 5 ministères en co-tutelle. Mais ça oblige ces directeurs généraux à se voir plusieurs fois par an. Le directeur général de la santé, donc la santé humaine, le directeur général de l'alimentation, le directeur général du travail qui s'occupe de santé au travail, le directeur général de la prévention des risques qui regarde les questions de pollution et d'environnement, et enfin le directeur général de la recherche. Voici un outil qui marche. Et auprès de cet outil, vous êtes entendus, et vous les vétérinaires, vous pouvez vous faire entendre. Et sortir enfin de ce seul monde qui est celui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le drame, et là je vais aller dans le négatif, c'est que nous avons un beau plan national santé-environnement, dont je viens de terminer l'évaluation, lancé depuis 2003, nous en sommes au 3e du nom. Malheureusement, il n'est piloté que par 2 de ces directions générales, et on a oublié le monde de l'agriculture, on a oublié les vétérinaires, et ils ne sont jamais dans les réflexions. Quant au niveau local, quand il y a une crise sanitaire à gérer, Monsieur le préfet a tendance à travailler uniquement avec ses services, sans associer suffisamment tout le monde, et à prendre des décisions un peu rapides, que ce soit dans le Bargy ou ailleurs. Je crois que l'interdisciplinarité est fondamentale au niveau administratif, mais ça veut dire vous aussi. Au niveau local, sur un territoire où il y a des problématiques de santé au regard de l'environnement, de santé au regard de la faune sauvage, de santé animale, il serait utile que vous ne soyez pas qu'en discussion, comme je l'ai entendu, qu'avec le maire, qu'avec les collectivités et le bureau d'hygiène, mais bien avec les autres professionnels que sont les médecins, que sont éventuellement les écologues. Vous avez vous-même un travail d'aller au contact des autres disciplines et de faire une approche de compréhension pluridisciplinaire de telle ou telle crise sanitaire. Voilà un peu quelques éléments, moi, que je retire, et c'est parce que vous travaillerez avec d'autres localement, et pas que simplement d'autres vétérinaires, et qu'au niveau national, monsieur le directeur général, vous travaillerez avec les autres directions générales, que oui, nous pourrons répondre à ce que nous souhaitons, assurer une santé humaine, une santé de l'élevage correcte. Voilà un petit peu le message que je passais hier au cabinet du ministre de la Transition écologique, où j'étais, pour parler de cette question. Malheureusement, je n'étais que dans un des cabinets. Donc il y a un vrai sujet majeur, et je pense que les vétérinaires ont leur rôle. Et je disais en plaisanterie hier au cabinet, je suis invité à un congrès des vétérinaires alors que je ne suis qu'un ingénieur des ponts. Le jour où je serai invité à un colloque de médecine, nous aurons fait un grand pas. Alors on a bien compris, votre atout, c'est que vous êtes partout, malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a des vétérinaires dans chacun des secteurs qui sont impliqués. Ça pose quand même la question, une double question, celle de mise en œuvre de politiques publiques qui évolueraient vers cette interdisciplinarité, pluridisciplinarité. On sait que ce n'est pas facile déjà au sein d'un ministère, donc au sein de 3, 4, 5 ministères, la tâche, vous répondrez aussi tout à l'heure, Madame Varobieff, semble très compliquée. Et puis ça pose aussi la question des financements, des deniers, puisque si j'entends bien faire intervenir de façon plus systématique les vétérinaires dans une veille sanitaire, dans quelque chose qui ressemblerait un peu au mandat sanitaire dans le monde de l'agriculture, ça semble assez compliqué, non ? Alors, parce qu'on manque de sous. Je trouve que c'est pas compliqué du tout. Et si on parle d'interdisciplinarité, je parlerai pas au futur, je parlerai au présent. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué, alors pas assez, c'est certain, mais on a beaucoup évolué ces dernières années en la matière. L'exemple de l'ANSES est un bon exemple, parce qu'effectivement, il y a une multitutelle qui est un moyen extraordinaire de faire de la multidisciplinarité. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, je vois très régulièrement mes homologues de la santé, du travail, du MTS, de la recherche, etc. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu de nombreux audits
Et il y en aura d'autres, réguliers, de l'ANSES et de son fonctionnement, que ce soit des audits de la Cour des comptes, des inspections générales, et j'en passe. Et très souvent, les auditeurs, chargés de très bonnes intentions, voulaient absolument qu'il y ait une seule tutelle. Et que ce soit l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui paye le plus. L'agriculture finance à peu près 50% du budget de l'ANSES. Moi, je m'y suis toujours opposé, et encore en dernier lieu avec la Cour des comptes, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, parce que je pense que le modèle aujourd'hui est un bon modèle. On travaille, je pense, intelligemment en intertutelle, on arrive à avancer, tout n'est pas toujours simple. Et la question budgétaire ne doit pas être une... Parce qu'effectivement, il y a des ministères qui contribuent plus que d'autres. L'agriculture, historiquement, finance 50%. Certains, que je ne vais pas nommer, donnent 0. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est toujours le budget de l'État au bout du chemin. Et ce qu'il nous faut, c'est un outil qui fonctionne bien. Et ça a été dit, l'ANSES est une belle maison. Je focalise un peu sur cet exemple-là. Et on sait faire de l'interdisciplinarité et de l'interministériel. On le fait aussi de plus en plus en matière de produits phytosanitaires, avec les plans éco-phyto, le plan de limitation des produits phytosanitaires et autres, mais on a encore du chemin à faire. Donc c'est un leitmotiv qui doit être permanent, que ce soit du niveau central jusqu'au niveau local, et vous l'avez dit, il faut parler avec tout le monde, et il faut être capable de défendre ses positions, mais d'entendre les positions des autres, pour construire ensemble, effectivement, telle ou telle politique. Donc je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer en la matière. Je prends un exemple qui m'est cher, le médicament, qu'il soit humain ou vétérinaire. Je vois Jean-Louis Huneau, le président du SIMV, qui est dans la salle. Le médicament est un bon exemple, médicament vétérinaire pour prendre celui-là, un bon exemple d'interdisciplinarité. Quand il faut évaluer, autoriser des médicaments, il faut des chimistes, il faut des écotoxicologues, il faut des cliniciens, et j'en passe. Et l'interdisciplinarité sur ce sujet-là est quelque chose de vraiment essentiel. Donc je pense qu'effectivement, il faut vraiment qu'on continue dans cette direction et qu'on soit capable de dépasser certains clivages. Là aussi, M. Pipien a pris l'exemple des bouquetins du Bargy. C'était un sujet parfois épineux, mais qui a permis quand même de progresser ensemble, même s'il y avait des positions très opposées à un moment donné entre les différents acteurs. Et des vétérinaires au milieu, entre des éleveurs, entre des gens qui protégeaient la biodiversité via le bouquetin, etc. Donc on a le sentiment quand même, Léonie Varobiev, que c'est quand même assez compliqué de mettre de telles politiques publiques en œuvre. Est-ce que le vétérinaire, lui, il a suffisamment de relais et j'allais poser la question de volonté profonde pour faire bouger les lignes? Alors la volonté, je crois que si on est là, c'est quand même qu'il y en a une. On a la réponse. J'espère. L'exemple des bouquetins du Bargy est très intéressant parce que le vétérinaire était un peu en porte-à-faux comme ça, à essayer de soutenir un petit peu plusieurs camps. Je crois que l'interministérialité, elle répond à ce problème-là. Parce qu'en fait, quand le vétérinaire, historiquement, est relié uniquement à un ministère, celui de l'agriculture, il est en quelque sorte obligé de répondre aux besoins qui sont évoqués par le ministère de l'Agriculture, donc plutôt d'aller du côté des éleveurs, ce qui est tout à fait pertinent, mais qui ne suffit pas. Et si le vétérinaire a pour mission, ce qu'on a vu aujourd'hui, protéger, prévenir, au sens global du terme, il est obligé d'être dépendant de plusieurs ministères, dont celui de l'écologie et de la santé, bien évidemment, puisque ça va ensemble. Et parce que quand on parlait aussi de modèle économique, la faune sauvage en elle-même ne rapportant rien, n'étant pas un outil de rente, il faudra bien que d'autres fonds de l'État viennent subventionner cette protection animale. Sur la partie des bouquetins, moi je pense que le vétérinaire, s'il est justement entre les différents domaines, c'est-à-dire ministère de la Santé, ministère de l'Écologie et ministère de l'Agriculture, il sera enfin capable d'être le médiateur, et un médiateur qui est très légitime, d'une part parce que son métier est légitimé du point de vue des citoyens, on l'a vu ce matin, c'est vrai que c'est un métier qui est reconnu et qui est très valorisé, et en plus, s'il est porté par différents ministères, il sera d'autant plus légitime à piloter ce genre de problématiques sanitaires que s'il est lié à un seul des ministères.
Merci beaucoup. Alors Sylvain Lara, je ne sais pas, évidemment, en 45 minutes, on n'a pas répondu à toutes les questions que vous êtes posées dans votre groupe de travail qui a restitué de nombreux écrits. On n'a pas parlé, par exemple, de l'intégration du réseau des centres de soins dans une optique sanitaire plus globale. Néanmoins, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, et avant de laisser la parole à l'assistance, est-ce que vous voulez rebondir sur un point particulier ? Alors oui, il y a des petites choses qui peuvent mériter d'être mentionnées à ce stade. Par exemple, du côté souci des animaux de rente, historiquement en premier, on sent avec les nouvelles générations qu'il y a un petit glissement qui fait que le point de vue de se poser la question de est-ce que les animaux sauvages peuvent être malades à cause des animaux domestiques commence à prendre un peu d'ampleur et qu'on commence à avoir vraiment cette perception à double sens qui se développe au sein de la profession. Donc ça, c'est un premier point. On le voyait peut-être moins historiquement, mais on le sent, on le perçoit vraiment réellement maintenant. Et puis, deuxième point peut-être qui est vraiment important à mentionner là, pour ce qui est de l'interaction entre les vétérinaires et puis leur implication dans la lutte contre le trafic des animaux menacés. Il y a eu des initiatives, notamment du SNVEL, de pousser pour qu'il y ait un fichier des animaux sauvages détenus en captivité qui soit implémenté avec des identifications. Et donc, de ce côté-là, le vétérinaire est déjà acteur de la lutte contre le trafic. Et puis, on a aussi une part d'éducation du public quotidienne auprès des gens qui viennent nous voir en disant « non, ça, c'est pas correct, vous pouvez pas faire ça, c'est pas légal », qui n'est peut-être pas perceptible du point de vue d'IFO, par exemple, mais qui est vraiment réel et pour lequel on a vraiment des acteurs de terrain qui voient vraiment des gens de toute catégorie sociale et de toute profession et qui transmettent des messages au quotidien. Donc on a vraiment déjà aussi cette force-là dans le métier, je pense. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir ? Monsieur ? Alors, merci de vous lever, comme ça vous serez mieux dans la lumière et pour les cadrages des caméras. Attention, vous êtes filmé. Merci de vous présenter. Je ne suis pas maquillé, mais c'est pas grave. Claude Neu, vétérinaire à Toul, près de Nancy. On a beaucoup parlé avec monsieur le DGAL des réseaux et de l'importance d'avoir des réseaux, d'avoir un maillage de vétérinaires sur le terrain, et notamment impliqués dans la santé de la biodiversité, ou au moins de la faune sauvage. Je voulais vous raconter 3 petites histoires qui montrent qu'il y a encore du travail à faire sur ces réseaux et qu'il ne faudrait surtout pas que ça reste des mots creux. En 2007, un vendredi soir à 17h, il y a une maman qui m'apporte, elle est infirmière, la dame, donc elle avait bien réagi, elle m'apporte une petite chauve-souris dans un bocal, parce que cette petite chauve-souris avait mordu son fils. Il se trouve que j'ai fait ma thèse sur la rage des chauves-souris et que je suis près de Nancy, donc ça m'interpelle un petit peu. J'appelle alors c'est compliqué parce que c'est un vendredi à 17h, mais j'arrive à avoir la préfecture du département en question et le DSV, après plusieurs ricochets téléphoniques, me conseille de confier cette petite bête à une société herpétologique pour regarder les parasites qu'il y a sur cette chauve-souris. Donc je l'informe que je vais lui désobéir et que j'allais me débrouiller pour le faire prendre en charge, cette bête, par le centre d'études sur la rage de Nancy. Ce qui a été fait, la bête est revenue positive à la rage. Le petit garçon a été traité. Donc, première histoire. Deuxième histoire, ça concerne tous les rapaces, et notamment, dont on nous explique souvent qu'on n'a pas le droit de porter les soins, qu'il faut les confier tout de suite à des centres de soins, mais il n'empêche que cet été encore, on va m'apporter des buses, on va m'apporter des chouettes, on va m'apporter des faucons, et qu'il faudra que je les garde, que je fasse les premiers soins, au moins jusqu'à ce qu'il y ait une association qui veuille bien passer les chercher, et je suis très demandeur d'avoir de la formation à ce sujet-là. Troisième histoire, c'était l'an dernier, j'ai un chien qui meurt à la clinique, dans un prurite cervical terrible, avec des signes nerveux, et ça m'évoque ce que j'avais appris sur la maladie d'Ojeski. Donc je téléphone à la DSV, on se débrouille pour faire envoyer la tête du chien à Fougères ou à Ploufragan pour que ça soit diagnostiqué. Puis au bout d'un mois, j'ai pas de nouvelles. Et donc je rappelle la DDPP et je demande des nouvelles de mon chien. Et on me dit, on a eu les résultats il y a 2 jours, c'est bien de l'Ojeski, on a prévenu la Fédération de chasse et on a prévenu la FNSEA.
Ouais, mais nous, les vétérinaires, y compris nous qui avions détecté le cas, eh ben, on n'était pas prévenus. Donc la collaboration et faire vivre les réseaux, ça doit vraiment être une mission pour laquelle on doit tous s'impliquer, nous vers vous et vous vers nous. Merci. Merci, monsieur. De toute façon, Je croyais que vous alliez dire renard. Non, non. Merci pour le renard. Donc, de toute façon, vous vous doutiez un petit peu que j'allais reprendre la parole. C'est évident. Tout à l'heure, on parlait vigilance sanitaire faune sauvage. Donc, nous, officiellement, par rapport à la DDPP du Morbihan, on a été reconnu vigilance sanitaire faune sauvage, sans aucun financement. On travaille avec Sylvain Lara et d'autres vétérinaires. En Espagne, chaque centre de soins a des vétérinaires salariés. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, il y a beaucoup de vétérinaires dans les écoles vétérinaires qui sont intéressés par la faune sauvage, mais qui font autre chose. C'est évident qu'ils ne vont pas gagner un rond avec la faune sauvage. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils ne soient pas intéressés vraiment à pouvoir... ils ne peuvent pas gagner leur vie avec ça. Ce n'est pas une question de richesse, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie avec la faune sauvage. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de financement du tout pour ça. Donc il ne faut pas s'étonner. Et à côté de ça, ce sont des vétérinaires qui font du rural ou qui font des chiens et des chats, mais qui viennent bénévolement nous aider. Donc c'est qu'ils ont vraiment envie de le faire. C'est vraiment... on le voit avec Sylvain, et puis toute leur équipe, et puis d'autres équipes qu'on a. Ce sont des gens qui ont envie de le faire, mais qui ne peuvent pas gagner de financement avec ça. Et c'est vrai qu'on est en partenaire avec tout le monde. Au niveau de la vigilance faune sauvage, on le voit quand il y a des problèmes au niveau des canards et tout ça. Quand il y a un canard qui meurt quelque part, on nous appelle, on nous l'amène. Si on a un deuxième, on nous appelle, on nous l'amène. Et nous, on voit tout de suite, avec les vétos, si on a 3 ou 4 canards qui sont au même endroit, automatiquement, les animaux, on les a gardés, ils sont au congélateur, on fait faire des tests, on voit avec la SAGIR et on voit comment ça se passe. Donc c'est vrai que l'implication profonde de la défense de la biodiversité par rapport aux vétérinaires est absolument, nous on le voit tous les jours depuis 15 ans, elle est énorme. Et il y a vraiment besoin d'eux. Mais on a ce gros problème au niveau des financements publics, c'est qu'il n'y a pas un centime pour ça. Sylvain Lara, vous pouvez répondre juste avant Madame Gillot-Fromont, mais dans votre groupe de travail notamment, c'est posé cette question de l'extension de ce qui pourrait être un mandat sanitaire beaucoup plus large. Après, la question, c'est qui paye? Les bénéficiaires, c'est qui? C'est toute la société? Voilà. Alors, effectivement, c'est des questions qu'on s'est posées, en fait. C'est que à partir du moment où on travaille sur les animaux sauvages, il n'appartient à la personne qui paye. Qui paye quoi? Donc, à l'heure actuelle, quand on parle d'un centre de soins, par exemple, chez nous, on fait tout gracieusement. Et on a possibilité, face à une association déclarée d'utilité publique, de chiffrer les actes qui sont faits et d'avoir des retours sur des réductions d'impôts quand il y a des impôts qui sont payés par la société. C'est pas du financement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir des vétérinaires intéressés, amateurs avertis, mais on n'aura pas des professionnels qui font leur formation continue uniquement sur ce domaine-là, qui pourront s'impliquer dans ce type de situation. Par ailleurs, pour la deuxième partie de la question, cette question sur le mandat sanitaire qui serait étendu à la faune sauvage, ou éventuellement même à la surveillance des écosystèmes, il faut bien voir que les vétérinaires sont des gens de terrain. Même quand on est vétérinaire pour animaux de compagnie, on a énormément de contacts avec le public, finalement, qui vient nous rapporter des informations ou des animaux. Et ces informations-là se perdent. Pas toujours, on a eu la preuve tout à l'heure, mais il n'y a quand même pas grand-chose qui va être centralisé, par exemple au niveau de SAGIR, le réseau de surveillance des maladies de la faune sauvage, du gibier, etc. Parce qu'on n'a pas les outils pour déclarer, on n'a pas les outils pour contacter les bonnes personnes, à moins qu'on les connaisse par notre expérience personnelle. Et là, il y a peut-être quelque chose qui serait relativement rapide, efficace et pas forcément si coûteux que ça, c'est-à-dire moins coûteux que d'embaucher des gens à temps plein pour faire ce genre de métier-là, qui pourraient être mis en place. Donc ça, c'est des discussions qui restent ouvertes avec les différents acteurs, et je pense qu'il y a quelque chose à construire potentiellement. Je vous en prie.
Oui, je voulais juste compléter. En fait, nous, les étudiants qui ont de l'intérêt pour la faune sauvage, on ne peut pas dire qu'ils abandonnent après. Simplement, ils essayent de chercher une façon de faire, en particulier pour combiner l'exercice libéral et quelque chose qui les intéresse dans le domaine de la faune sauvage. Et je pense que d'abord, la première chose, c'est que, alors effectivement, il y a tout un tas de modèles économiques qui peuvent se développer un peu, le mandat sanitaire aussi. Et d'abord, la première chose que ça leur apporte, c'est que certainement, ils ne vont pas en vivre au sens où ils ne vont pas faire 100% de leur activité dans le domaine de la faune sauvage, mais ils vont en faire un petit peu, ça va leur apporter du sens. Ça va leur apporter une reconnaissance, ils vont avoir aussi des contacts avec des réseaux, et ça, en général, c'est quelque chose qui apporte quand même beaucoup de sens. Et puis, ils vont aussi avoir la possibilité, peut-être, de s'inclure davantage donc, dans les réseaux d'épidémiosurveillance. Ça, c'est dans les tuyaux, et donc, si effectivement ça se fait, je pense que ça serait un vrai plus pour cette activité, en disant, ben voilà, je fais centre de soins, je soigne des animaux, d'abord, c'est par éthique, c'est par sens du bien-être animal, c'est parce que voilà, c'est mon travail de soignant, mais ça apporte aussi quelque chose vis-à-vis de la surveillance pour l'ensemble de la santé animale, pour l'ensemble de la santé publique et environnementale. Ça serait une vraie reconnaissance supplémentaire, en plus du fait que du coup, peut-être l'État pourrait effectivement contribuer un petit peu, parce qu'on dit en France, on est res nullius, donc l'animal n'appartient à personne, mais les lois peuvent changer. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On a des pays très proches, comme l'Italie, où effectivement l'État participe, parce que la faune sauvage n'est pas res nullius, et donc on peut envisager aussi d'autres modèles. Monsieur ? Christophe Degers, directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Je vais parler peut-être devant le plus grand nombre. Ah, je vous en prie. Me tourne. Oui. Simplement, pour témoigner de l'expérience à Alfort, on a monté un centre de faune sauvage, de recueil de la faune sauvage il y a 20 ans. Il y avait 200 animaux sur la première année. En 2017, on a fait 5900 animaux hospitalisés, et là, on a passé les 6500. Concrètement, ce que je voulais vous dire, c'est que on était parti dans une démarche qui était pédagogique, et c'est devenu un service public. C'est devenu un service public qui est extrêmement onéreux, malgré le fait qu'on ait les étudiants qui sont des gens formidables et des bénévoles tout à fait bien. Mais c'est un service public qui coûte à peu près 150 000 € par an. Et mon inquiétude en tant que directeur, ce serait de ne plus pouvoir faire face. Et on n'est pas très loin de ça. Donc ce que je voulais dire, je voulais renforcer ce qui a été dit. On est vraiment, alors pour nous qui sommes un gros centre, si j'ose dire, on est vraiment complètement dans les limites de ce qu'on est capable de faire, et ça n'arrête pas d'augmenter. Et l'intérêt scientifique, il est évident, et je ne sais pas si est encore là, Gilles Salva, mais on discute actuellement de l'utilisation de cette faune extrêmement hétérogène, extrêmement variée, pour faire des suivis éventuellement d'affections animales. Alors le parti pris qu'on a choisi, et je remercie le ministère de l'Agriculture, c'est qu'on va livrer cette année un bâtiment, et dans ce bâtiment, il y a une clinique pour la faune sauvage. Donc on va d'abord vraiment structurer les choses comme un centre hospitalier universitaire, non pas pour les chiens, pour les chevaux, mais pour la faune sauvage. Et ensuite, on va déverser les animaux en réhabilitation à l'extérieur de l'école. Et là, c'est le conseil départemental du Val-de-Marne qui finance 3 gros centres. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais un parc à Renardeau, parce qu'on a énormément de jeunes renards en ville. Et puis 2 grandes zones de volières de 2000 m² pour pouvoir relâcher ces animaux. Simplement, ce que je vous dis franchement, c'est qu'on a un vrai problème financier. Et il y a une notion de service public qui est en train de nous impacter, qui dépasse de loin... C'est pas à moi que vous le dites. À tout le monde, qui est en train de dépasser de loin les capacités de l'école. Et le besoin me semble assez évident. Pour les prochaines interventions, merci. Privilégier les interventions courtes parce qu'il va nous rester 3 ou 4 minutes, grand maximum. Je vais essayer de faire assez court, mais je voulais le faire vraiment juste en réponse à Christophe Degers, parce que je vais mettre un petit pavé dans la mare, et ça va s'éloigner un peu du sujet en fait. Il s'agit de biodiversité, et il s'agit de biodiversité urbaine. En réalité, bon, moi je travaille, Julie à 7, je suis vétérinaire, mais je travaille pour Hop Biodiversité, qui fait de la biodiversité sur les aéroports. En tant que tel, on est confronté au quotidien à la pression qui s'exerce sur le foncier en zone urbaine. Et ces pressions-là s'exercent aussi dans les écoles vétérinaires. Et l'école vétérinaire d'Alfort est actuellement en cours de développement intense. Et je sais toutes les pressions qu'il y a dessus, mais je pense que ça pourrait aussi être intéressant que les vétérinaires se rendent compte que la biodiversité, ça passe aussi par le foncier préservé en zone urbaine, et que la sanctuarisation des espaces verts, par exemple des écoles vétérinaires, pour garder un petit peu de biodiversité, pour que les étudiants puissent aussi se pencher sur la biodiversité locale et les insectes, eh ben, ça ferait du bien à tout le monde. Un grand jardin.
Alors, on a une réponse de M. Dehaumont. Il faudra que les organisateurs me fassent signe quand on arrêtera cette table ronde. On n'est pas loin. Oui, alors, c'est pas une réponse, c'est peut-être un petit éclairage complémentaire, parce que je pense qu'on fait un constat commun du besoin qui existe. C'est clair. Et il n'y a pas d'ambiguïté, je ne reviens pas sur le détail. Le constat suivant, c'est ce besoin, il existe, mais pour le traiter, il faut des finances, hein, des euros sonnants et trébuchants, c'est une vraie difficulté. À notre petit niveau, à l'agriculture et notamment à la DGAL, c'est quelque chose qu'on a bien identifié et on a développé, je vais prendre 2 exemples. Alors ça ne résout pas le problème du maillage territorial et d'un mandat sanitaire élargi à la faune sauvage, parce que ça c'est à une échelle qui est complètement différente. Mais nous avons nos plateformes d'épidémiosurveillance, animale, végétale, alimentaire, qui doivent contribuer à apporter des réponses. L'ONCFS participe à la plateforme animale. Et puis nous travaillons beaucoup avec l'ONCFS. Et pour revenir sur le point de tout à l'heure où il faut faire de l'interministérialité, on voit bien que dans les missions de base de l'ONCFS, le sanitaire n'est pas profondément ancré. Nous avons de fait une convention spécifique avec l'ONCFS. Nous y mettons environ 1 million d'euros par an. Ça permet de collecter des données SAGIR et d'avoir un certain nombre d'actions spécifiques. Mais le sujet est parfaitement identifié et nous mettons quelques ETP, en plus quelques personnes à l'ONCFS. Mais on est en situation très clairement de sous-investissement en la matière. Il y a un vrai sujet politique, mais voilà, les conditions budgétaires publiques font que nous avons beaucoup de difficultés à déployer beaucoup plus, même si je crois que le constat est parfaitement partagé entre tout le monde. Merci. Je suis désolé, je m'en excuse. On ne peut pas prendre d'autres interventions, d'autres questions. Merci, mesdames, messieurs.